monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on enregistre un épisode sur un domaine qu'on n'a pas encore trop évoqué. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le nom de ta discipline. De la robotique, tout simplement. Ok, robotique. On accueille aujourd'hui Hugo Bouvier-Lambert, qui est, comme son nom l'indique, Lambert, mon cousin. Incroyable, les Ouais. connexions. Voilà. Et qui nous fait une thèse du coup en robotique dans le laboratoire LS2N, qui se dit Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, Tout à fait. qui appartient à Centrale Nantes, je crois. Plusieurs écoles, Rattaché, mais ouais, rattachées à rattaché à Centrale Nantes, entre Centrale. autres. Ok. Et qui va nous parler de la planification de trajectoire en milieu dynamique pour l'amélioration des performances de la batterie électrique d'un véhicule autonome. C'est exactement ça. Et voilà. Et donc du coup, on va commencer par un truc un peu plus simple que ça. Avant de décortiquer ton sujet, Hugo, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait avant de faire une thèse? Et pourquoi tu as voulu faire une thèse? Très bien, né en 1997. Globalement, bac S. Ensuite, j'ai fait une prépa, maths sup, maths spé, mais qui s'appelle PCSI-PC maintenant. Donc en physique, maths, physique, chimie. Puis concours de grande école d'ingénieur. J'ai plus jamais fait de chimie après ça, mais c'était sympa quand même. Et donc concours, c'est plutôt bien passé. Donc j'ai fini à Centrale Nantes, qui est une super école d'ingénieur, où on fait en fait, c'est une école généraliste, mais on peut faire 2 options dans le cursus normal. Et donc j'ai fait les options réalité virtuelle, puis robotique. Et après mon diplôme d'ingé, j'ai décidé de arrêter mes études, travailler dans le privé, en tant qu'ingénieur, sur des boulots pas ouf, puis sympa, mais dans la robotique. Ok. Enfin, au début, pas ouf parce qu'on pensait que c'était de la robotique et en fait, on m'a menti. Hmm. Et ensuite, sympa parce que c'était de la robotique pour de vrai. Donc, j'ai fait ça. En gros, j'ai eu 4 ans de pause du coup. Et je suis revenu après. J'avais envie de quand même faire de la recherche. Donc, je suis revenu faire une thèse, toujours à Nantes, ensuite. Donc tu seras le deuxième docteur de la famille. Absolument. Normalement, ta Incroyable. sœur nous rejoindra un jour. Et mon frère, jamais. Ma sœur, je suis même pas sûr. Hein. Mais Ouais, on va la tirer. on verra. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce passage privé-public? Tu dis que tu avais envie de faire de la recherche, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait ça? En fait, j'avais toujours envie de faire de la recherche, je pense, mais à la sortie de l'école d'ingénieur, si je voulais faire une thèse, il fallait que je me dise, il me faut un sujet qui va me passionner pendant 3 ans, Ouais, ok. et où au bout de 1 an et demi, j'en aurais pas déjà marre. Et pas donc la évident. robotique, ça m'intéressait et tout, voilà, plein de domaines dans la robotique m'intéressaient, mais est-ce que j'y suis prêt à m'y mettre pendant 3 ans? Pas sûr. Et du coup, Ok. le fait de l'avoir fait à côté, dans le privé, m'a fait me dire, Ouais. c'est bon. Ça t'a confirmé que c'était un domaine Ouais, qui t'intéressait exactement. vraiment, quoi. Ok. Bon, trop bien. Tu as d'autres questions sur son parcours? Moi, Sur- je veux savoir pourquoi il n'y a vas-y. que des options du futur dans ton à Centrale Nantes. Il y a plein de choses. Non, c'est école d'ingénieur, donc ils vendent un peu l'innovation, le machin. Il y a des options d'océan, d'informatique, de plein de choses comme ça. C'est comme de mécanique, de génie civil, bref. Non, moi j'aime bien, parce que j'aime bien l'informatique. Moi, pourquoi j'ai choisi ça? J'aime bien l'informatique, j'aime bien les maths, j'aime bien la physique. Donc ça regroupait un peu tout. Ouais, quand tu étais petit, tu faisais déjà des jeux vidéo et du code. Ouais, l'informatique, j'ai commencé, je devais avoir 13 ans, je pense, à coder. Et avoir un ordinateur et à faire plein de choses dessus. Donc, ouais. Ouais. Ça, c'est Donc sûr. faut avoir quand même une passion, un peu une fibre informatique pour se dire c'est un domaine qui peut t'intéresser. De toute façon, pour faire une thèse, il faut être passionné par son Oui, sujet. Hein. ça, c'est sûr. On va pas se mentir. Pour faire une école d'ingé, ça dépend. Ouais, ok. Ça peut être un peu plus généraliste et pour aller dans des trucs Ouais, qui n'ont rien à voir. Je pense qu'on peut faire une école d'ingé pour le diplôme et se dire pour le statut social, on va dire. Hmm. Ouais. Et par contre, la thèse, faut la faire par passion parce que c'est long. Ok. On va parler un peu plus du sujet. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une voiture autonome, un véhicule autonome? Tout à fait. Donc, un véhicule autonome, on dit véhicule pour être un peu plus large que voiture, mais dans ce cas-là, on parle vraiment de voiture, camion, et tout ce qui est entre les deux. C'est quoi une voiture autonome? C'est une voiture en général électrique sur laquelle on a mis plein de capteurs et un ordinateur. Et donc les capteurs qu'il peut y avoir, donc typiquement des caméras et des lidars, donc qui sont des capteurs qui prennent des nuages de points en 3D qui voient en 3D autour de la voiture. Et donc à l'aide de ces capteurs, l'ordinateur va calculer qu'est-ce qu'elle doit faire la voiture et va contrôler la voiture. Donc dans le monde commercial, les Tesla, c'est l'exemple classique. Mais Il y en a d'autres.
Ouais, il y en a d'autres, je pense, mais donc là, en fait, c'est pas clair pour tout le monde, je pense. Je peux acheter une voiture qui se conduit toute seule là aujourd'hui, quoi. Presque. Ok. Vraiment, il y a une subtilité. Non, en fait, le 100% autonome, on est très loin. Ouais, Et le 90% autonome, on le sait déjà le faire. ouais, ok. Et les 10 derniers pourcents, ça va mettre beaucoup de temps et c'est pas le but. Donc là, les plus performantes aujourd'hui, c'est les Tesla, même si encore une fois, il y a plein de concurrence, faut pas Ouais. croire qu'il y a que ça. Mais aujourd'hui, si tu conduis une Tesla, dans 90% du temps, elle va conduire tout seul. Et les 10% qui restent, elle va faire bip bip, reprendre le volant, je sais pas quoi faire. Voilà. Ok. Alors, typiquement, quand tu te gares, il y en a plein des voitures où elle scanne la place, elle te Ouais, fait, ouais, tu elle fait passe ton toutes. créneau tout seul. Ouais, Et ça comme marche aussi. la plupart des gens, ils savent pas faire un créneau, c'est pratique. Exactement. Et le lien entre voiture autonome et l'électrique, qu'est-ce qui fait que, enfin, dans mon esprit, toutes les voitures autonomes, elles sont électriques. Est-ce que c'est une nécessité ou c'est juste que ça s'est fait comme ça? C'est pas une nécessité, mais une voiture électrique, l'avantage c'est que, bon, déjà il y a une grosse batterie électrique qui permet d'alimenter tous les capteurs et tout Ouais. le bazar. De deux, elle n'a pas besoin de boîtier de vitesse. Il n'y a pas besoin de changer les vitesses sur une voiture électrique. Ça démarre, il suffit de mettre un peu. On met du courant, ça avance. Ouais. On met pas de courant, ça s'éteint. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile à contrôler. Et donc voilà, ça enlève globalement plein de difficultés qu'il y aurait sur une voiture thermique. Mais c'est tout à fait possible d'avoir des voitures thermiques autonomes. Ouais, ok. Ce serait juste plus de contraintes, quoi. Ouais, exactement. Il Ok, faut avoir très les bien. deux moteurs, il faut avoir les deux. C'est un peu ça qui rajoute du poids, peut-être. Ou une ou voiture des- hybride. Non, mais ça pourrait être une voiture hybride, mais on peut imaginer une voiture thermique autonome où on a mis une batterie un peu plus grosse Ouais, pour alimenter tout ça. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est possible en soi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que les 10% restants, c'est compliqué? C'est le fait qu'il y ait d'autres personnes sur la route qui ne sont pas des personnes, des voitures autonomes? Ou est-ce que c'est Ouais. le fait qu'elles pourraient toutes se mettre en réseau et ça serait super et elles se parleraient entre elles, donc il n'y aurait pas d'obstacle? Ou est-ce que c'est le fait que les 10% restants, c'est compliqué à faire pour de vrai? Les 10% restants, c'est des situations qui sont complexes, y compris pour des humains, et où les règles sont moins claires. C'est-à-dire, donc effectivement, le fait qu'il y Est-ce ait que tu écrases un enfant ou un chien? Non, c'est jamais des problèmes moraux comme ça. Ça n'existe pas, ça. Non, c'est des histoires de un carrefour où il n'y a pas de visibilité, où il y a des travaux, où il y a plein de personnes qui traversent, effectivement, qui vont pas dire où elles vont. N'importe quoi, des marquages au sol qui sont pas clairs parce que où il y a des travaux, où ça a été modifié, ou juste il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de neige, et du coup les capteurs ils voient que dalle. Ah ouais. Et voilà. Ok. Donc là, Et globalement, le système autonome va te dire va pas prendre de risque, quoi. Ouais, il va se dire, moi je fais rien. Il va rendre la main dès qu'il y a un doute. Ok. Et donc le sujet de la thèse, ça a l'air d'être dans l'optimisation de l'énergie. Ouais. Du coup, est-ce que l'autonomie et le coût en énergie d'une voiture à la fois autonome, électrique autonome, c'est toujours le facteur limitant, l'autonomie et la puissance que tu peux en tirer? L'autonomie, c'est clair que c'est un facteur hyper limitant sur le fait que les gens switchent vers des voitures électriques. Ce qu'il faut comprendre sur ma thèse, parce que souvent c'est mal compris, moi la partie qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment j'adapte la vitesse finalement de ma voiture, plutôt les profils d'accélération et de freinage, pour consommer moins. Je vais pas m'intéresser par exemple au fait, je pourrais m'intéresser au fait que les capteurs consomment moins, ou que la batterie soit plus performante en elle-même, ou le moteur soit meilleur. Ouais. C'est sujet de plein d'autres thèses sûrement. Voilà, moi je m'intéresse à la partie finalement au cerveau, vraiment le plus haut de la voiture pour que dans la façon dont elle conduit, elle consomme moins. Ouais. Ok. C'est pas ton problème si l'autoradio il consomme trop. Voilà, exactement. Ouais, mais ça va, c'est Je assez suis clair. pas concepteur de voiture. C'est assez clair dans la description de ta thèse pour le coup, et on comprend bien. J'imagine que c'est aller chercher un équivalent de conduite éco sur une thermique, donc passer des rapports smooth et avoir Passer à la bonne vitesse, le profil de vitesse idéal pour pouvoir s'arrêter quand il faut, mais en même temps, parce que du coup, ce qui consomme le plus pour ce genre de voiture, c'est accélération, décélération. C'est l'accélération, et une décélération, c'est s'obliger à réaccélérer après finalement. Oui. Donc c'est ça, et du coup ça va être beaucoup d'anticipation, de dire s'il y a un stop, il faut que je commence à ralentir longtemps avant, parce qu'en fait en roue libre on peut parcourir plein de distances sans consommer. Il n'y a pas un système de récupération d'énergie sur ces véhicules-là? Si, exactement, et c'est aussi très important, une des grosses différences avec
les voitures thermiques, c'est que la voiture électrique, effectivement, quand on freine, on récupère une partie de l'énergie, en tout cas. J'y pense sur ma trottinette électrique qui a le même Ça joue système et j'essaye d'optimiser ma conduite. Mm-hmm. Ok, très intéressant. Je t'en prie, Laura. Petit point de définition aussi. Dans ton titre, il y a le mot milieu dynamique. Est-ce que tu peux me définir milieu dynamique ? Ouais, milieu dynamique, c'est vraiment dire on s'adapte à ce qui se passe autour de la voiture au moment où ça arrive, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc ça va être des piétons, des vélos, les autres véhicules globalement qui ne sont pas connectés. Je pars du principe que les autres, on ne les connaît pas, c'est des gens normaux. Enfin, ou des voitures qui ne sont pas des voitures connectées ou autres. Donc dynamique, c'est vraiment, on fait avec au moment où on a l'information. L'information nous arrive dessus et elle change. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à détecter par les capteurs ? Genre des objets différents, genre les piétons, les vélos ? Est-ce qu'il y a une question de vitesse, de taille, qui fait que c'est plus ou moins facile de savoir qu'est-ce que c'est et comment anticiper ce qu'il va faire ? Alors, savoir qu'est-ce que c'est, ça peut être difficile selon les cas. Mais normalement, si les conditions météo sont pas trop horribles, le véhicule sera toujours capable de dire il y a quelque chose, à défaut de dire ce que c'est. Okay. Enfin, il y a quelque chose sur la route et c'est pas de la route, quoi. Donc ça va identifier, on va dire, les zones roulables des zones pas roulables. Normalement, ça va. Il y a toujours pareil, hein, voilà, ça marche 99% du temps. Ouais. Et après, on te dit au secours, prends les volants, s'il te plaît. Sinon, il y a doute et en cas de doute, on freine. Ouais. Ok, tu as encore des termes à définir sur le sujet ? Non, je pense pas. Ouais, je pense qu'on peut aller un peu plus dans la méthode. Si, peut-être un point, c'est quoi la différence caractéristique, si ce n'est que c'est électrique versus thermique, d'une batterie électrique par rapport à une batterie thermique ? Je suppose qu'il y a des gens, ils y connaissent rien en voiture. Ouais, thermique. Et là, c'est batterie thermique, ça n'existe pas trop. Ouais, bref. Moteur électrique, moteur thermique. Tant qu'on est sur les voitures. En plus, ça me permet de détailler un autre point. Une batterie électrique, c'est assez. En fait, c'est vraiment le véhicule électrique, c'est vraiment le plus simple en termes de comportement finalement énergétique. Une batterie électrique, ça va juste être des réactions chimiques qui vont produire un courant quand on lui demande. Et il n'y a pas trop de. Il y a un léger effet où si on demande beaucoup d'énergie d'un coup, ça en consomme un petit peu plus que si on la demande doucement, mais sans plus. Et pour le coup, les moteurs thermiques, alors je suis pas du tout expert, les moteurs thermiques, c'est hyper... les moteurs et... Enfin, la chaîne d'alimentation thermique, je sais pas comment dire. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe puisque un moteur thermique, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il tourne autour d'une plage de vitesse très précise. Voilà, je suis pas non plus concepteur de moteur thermique, mais il y a des histoires de vitesse d'injection de carburant, de machin, de turbo, de tout ça. Donc vraiment le système électrique, c'est le plus simple qu'on puisse faire en termes de compréhension. C'est un bouton on-off et en gros, tu demandes de l'énergie, tu leur demandes pas quoi. Exactement. Et je reviens sur le mot performance dans le titre de ma thèse, qui a un double sens en fait. Le premier sens, donc, c'est vraiment l'économie d'énergie, et il y a un autre sens sur lequel je vais peut-être m'intéresser un peu plus tard, mais je ne sais pas jusqu'où j'irai, qui est celui de s'intéresser au vieillissement de la batterie, c'est-à-dire qu'une batterie électrique, quand on la recharge à fond, elle a une certaine quantité d'énergie à l'intérieur, mais avec le temps et suivant comment on l'utilise, la quantité d'énergie maximale qu'on peut mettre dedans va baisser, donc en gros elle s'use. Et il y a de la recherche sur ce domaine-là, c'est assez difficile de modéliser comment l'utilisation de la batterie peut influer sur son vieillissement, sur son usure. Mais il y a quelques études. Et donc, s'il y a des études qui modélisent l'usure, on peut aussi optimiser la façon de conduire pour réduire non pas l'énergie, mais l'usure. Ou un compromis entre les deux, évidemment. Ouais. Voilà. Donc ça serait un deuxième aspect. Je pense à du coup les TP qu'on faisait au lycée. Parce que moi, c'est mes seules connaissances que j'ai. Encore une ref exceptionnelle de TP. Voilà, en fait, c'est ma seule expérience que j'ai avec des piles. Donc je me souviens qu'on avait foutu des électrodes dans des solutions et qu'en gros ça accumulait des électrons d'un côté qui faisaient passer le courant. Et que ça accumule. Enfin, dans la solution, il y avait des ions qui se baladaient et qui allaient se coller aux électrodes pour que ça crée ce courant. Du coup, c'est quoi qui fait l'usure dans ces cas-là ? Parce qu'en fait, si tu changes la solution, qu'est-ce qui fait l'usure ? Donc pour le coup, dans les batteries des voitures, c'est exactement le même principe avec des électrodes et des ions qui traversent. En l'occurrence, je m'intéresse surtout aux batteries lithium-ion parce que c'est ça qu'il y a dans la plupart des véhicules. Il y en a plein de sortes. Donc l'usure, c'est quoi ? Ça va être typiquement des ions dans ton liquide chimique de batterie qui vont précipiter, qui vont faire des cristaux le long des électrodes. Et donc ça va être
moins d'ions dans ton liquide, donc moins d'énergie qui peut être stockée mise comme ça. Je crois que ça peut aller jusqu'au cas où espèces de cristaux qui se forment du coup vont faire des ponts entre tes électrodes. Et donc ça va créer des résistances internes, etc. Et ça va dégrader fortement à partir de ce stade, donc commence à dégrader fortement les performances. Okay. Des choses comme ça. Donc c'est justement des considérations chimiques du coup. C'est des raisons chimiques hyper complexes. Et en général, la modélisation qu'on est faite quand on essaie de comprendre, essayer de comprendre vraiment la chimie en elle-même, c'est assez compliqué. Ça dépend de la température, de plein de choses. Et on va plutôt faire des expériences, faire des tests et essayer de modéliser vraiment a posteriori de manière complètement empirique, quoi. Okay. Pour le moment, on n'en est pas dans les batteries, justement. On n'en est pas à je réouvre la batterie, je rechange les solutions, je nettoie les électrodes et je remets le truc. Tu vois. Vraiment pas du tout, non. Okay. C'est des solutions chimiques hyper précises et hyper difficiles à produire. Bon, c'est une des autres considérations de la technologie électrique dans les voitures qui est Totalement. problématique, quoi, qui fait que c'est pas déjà... Tu pars remplir le réservoir en te disant c'est bon, la solution elle marche plus, je vais mettre une nouvelle solution dedans. C'est le futur, mais pas trop encore. Ouais, non, pas encore. Mais d'où le fait que s'il y a moyen de conduire pour que la durée de vie de la batterie soit un peu meilleure, tout à fait. Ça la rend pas recyclable et magiquement propre, mais voilà. Ouais, au moins optimiser ce qu'on peut, quoi. Exactement. Trop bien. Bon, on va rentrer du coup un peu plus dans les méthodes et ce que tu fais concrètement. Je pense qu'on a saisi les différentes thématiques de la thèse. Mais donc la question, c'est quelles sont les données que tu vas utiliser, qu'est-ce que tu en fais et comment tu gères cette performance et cette optimisation. Donc déjà, par rapport aux données, est-ce que tu pars avec ta petite voiture électrique tester en centre-ville différentes techniques? Est-ce que tu as un constructeur qui t'envoie des données? Comment ça se passe Alors, dans un monde idéal, le constructeur de la voiture électrique ferait sa propre automatisation et nous donnerait toutes les données dont on a besoin. Ouais. Ce n'est évidemment pas le cas, ça serait beaucoup trop Tu n'as facile. pas de partenariat avec Tesla, du coup. Non, je travaille avec 2 véhicules. À Nantes, il y en a un, c'est une Zoé électrique, donc de Renault. Renault n'a absolument pas donné les infos dont on a besoin. Et à Laval, puisque je suis dans 2 écoles en même temps, il y a un truc qui s'appelle Colibus, c'est un espèce de petit camionnette de livraison. Okay. Et là, on a eu un peu plus d'informations, mais l'entreprise qui fabriquait le Colibus n'existe plus, elle est en liquidation, donc c'est super. Donc non, en termes d'informations que je pourrais avoir sur mon véhicule, il y a un certain manque, des trucs qu'on aurait dû me le fournir et où j'ai pas, donc je fais comme je peux, je trouve les infos où je peux, et en vrai ça va. Pour la deuxième partie de la phrase, de ta question, il y a des lois qui font qu'on n'a absolument pas le droit de modifier une voiture et puis de continuer à conduire avec sur des routes publiques. Il faut des autorisations c'est très réglementé. Donc on conduit par contre, je peux tout à fait conduire en autonome sur le périmètre du campus. Et voilà. Okay. Pour les tests grande échelle, c'est plus compliqué. Comme ça. Tu fais des tests comme ça, tu te balades. Des tests comme ça, tu te balades avec ta voiture autonome et tu dis aux gens ne passez pas au cas où. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu récupères sur la voiture et comment tu le récupères si tu peux pas trop la modifier et si le constructeur il veut pas t'aider? Alors, il y a eu des modifications quand même qui ont été faites avant que je commence ma thèse et qui permettent d'avoir les infos que je veux. Donc, sur la voiture, je récupère quoi comme information? Je connais sa vitesse, son accélération, je récupère le courant et la tension de la batterie pour savoir je consomme bien ce que je prévois. J'ai plein d'informations parfaitement inutiles sur l'ouverture des portes. En fait, j'ai accès au réseau CAN et donc pour sans rentrer dans le détail, j'ai accès à plein de trucs sur les phares, les portes, on s'en fiche. Ouais, d'accord. Et sinon, pour les capteurs partie robotique, c'est ça qui est important. Du coup, je vais avoir donc la caméra et les lidars et un GPS aussi qui vont me donner du coup la position et qui vont me donner du coup des piétons, des choses qui seraient perçues autour, sachant que moi je m'occupe pas non plus de la partie perception dans le sens où dans le cadre de ma thèse, je vais considérer que les caméras elles ont vu les piétons, elles ont détecté toute la partie. Est-ce que c'est un piéton ou pas, où est-ce qu'il est, etc. Ça sort du cadre de ma thèse. Moi je peux prendre des programmes existants en fait qui sont capables de faire de la reconnaissance de piétons, de véhicules, etc. Ok. Du coup, toi, ta méthodologie, c'est de récupérer les informations qu'il y a sur la voiture. Traiter. Les informations déjà traitées. Ouais, les informations déjà traitées. Donc, tu sais déjà quelle vitesse elle avait, qu'est-ce qui s'est passé et qui s'est passé dans le trajet que la voiture a fait.
Oui, aussi dans les informations que j'ai de base, qui sont pas vraiment perçues par voiture, c'est tout simplement la carte routière avec tout ce qui peut être information supplémentaire utile, genre les stops, je sais à l'avance où sont les stops, les feux, Les feux, les dodales, les etc. limites de vitesse, des choses comme ça. Je lis pas les panneaux, on va pas s'embêter avec ça, c'est pas la peine. Ok. Une fois que tu as récupéré ces données, tu fais quoi? C'est quoi ton travail c'est quoi ta partie robotique? Parce que ça a l'air super drôle, mais je sens que c'est que des lignes de code. Absolument, c'est là qu'on rentre dans la partie optimisation et dans la partie purement algorithmique informatique. Où il va falloir vulgariser. Je vais vulgariser, mais je vais commencer en disant, connaissez-vous la théorie du contrôle optimal? Pas Non. du tout. Voilà. C'est plus des maths et de la science de l'ingénieur que de la robotique en soi, enfin que de l'informatique. C'est une théorie d'un ingénieur, je sais pas comment dire autrement, qui permet de calculer. C'est un problème mathématique, on va définir toutes nos contraintes et on va dire mon véhicule il doit respecter telle contrainte, ça. Je peux le contrôler avec ça et ça, en l'occurrence du coup c'est l'accélération, le freinage. Ça produit ça sur son état, c'est-à-dire que si j'accélère, ça va augmenter sa vitesse, globalement, voilà, c'est ce genre de considération, ce genre d'équation-là. Ça nous pose tout plein d'équations différentielles bien compliquées. Il y a des gros théorèmes qui permettent de dire, pour minimiser l'objectif que tu as défini, ton contrôle, les instructions que tu vas donner à ta voiture doivent respecter telle autre équation différentielle hyper compliquée. Et donc moi j'adore les maths, donc je suis très content quand on dit ça. Et tout cela est pour l'instant très très théorique. Mais c'est très bien étudié. Et donc je l'applique au problème de la voiture électrique et de l'énergie. J'en déduis j'en déduis des déductions en fait sur comment ça ressemble à quoi la manière optimale de conduire la voiture. Même sans savoir exactement sur quelle route je suis. En fait, ça permet de voir. J'ai un papier là-dessus, n'hésitez pas. Ça permet de voir qu'en fait, il n'y a pas 36 manières de conduire de manière optimale pour l'énergie. Ok. En s'affranchissant des contraintes de piétons, où on parle d'une route où il n'y aurait rien, où on prend déjà ça en compte en fait. Même s'il y avait un piéton, on conduirait selon les mêmes. Je vais expliquer très simple. Avec un modèle assez simple que j'avais, les modes de conduite optimale, c'était accélérer à fond, être en roue libre, donc zéro utilisation du moteur, régénérer un maximum d'énergie possible juste avec le moteur et freiner à fond. J'ai ces 4 phases-là. Oui, ça se tient. Et après, on limite ça avec les limites de vitesse et les piétons. Mais en fait, s'il y a un piéton, on va adapter ces phases-là pour laisser passer le piéton. Et après, on repart par exemple en accélération au fond ou des choses comme ça. En fait, le fait qu'il y ait un piéton change la répartition, mais pas tellement le fait qu'il y ait que ces 4 phases-là. Ouais, d'accord. Accélérer à fond, ça veut dire si tu dois aller de 0 à 50, il faut que tu t'écrases la pédale et que tu arrives à 50 et après tu lâches tout parce que ça va te... C'est contre-intuitif. S'il y a un piéton, je me dis, si tu maximises tout le temps l'accélération, c'est difficile de prévoir l'imprévu, quoi. Voilà, donc c'est la partie très théorique. Effectivement, on peut se dire, c'est pas assez bien pour la sécurité, typiquement. Ouais. Les contraintes que j'ai mises sont pas suffisantes pour la sécurité. Limite, typiquement, quand je dis accélérer à fond, j'ai mis une contrainte qui est pas, c'est pas pied au plancher. C'est issu d'autres papiers, c'est des contraintes sur l'accélération pour que la conduite soit confortable. Ok. Donc c'est beaucoup moins que pied au plancher. Ouais, d'accord. Et donc déjà, c'est beaucoup, voilà. Et évidemment, on pourrait se dire, de toute façon, normalement, les limites de vitesse sont faites pour ça. Si c'est une route à 30, c'est parce que il peut y avoir un piéton qui surgit et que si un tu enfant roules plus qui vite, tu traverse le la verras route sans courant. Voilà, exactement. Donc à la limite, ça, la vitesse max peut suffire en termes de sécurité. Mais évidemment, voilà, si on veut complexifier le modèle, on aura des trucs un peu différents. Mais déjà, c'est pas quelque chose que j'anticipais, le fait de devoir accélérer à fond. En tout cas, comme tu le dis, parce que pour moi, tu vas perdre beaucoup d'énergie d'un coup, alors que si tu accélères, mais en même temps, tu mets plus. Enfin, je me perds dans ma pensée, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'aurais anticipé. En fait, mettons que tu veuilles faire 500 mètres et il y a un stop au bout. Si tu accélères à fond et qu'après tu fais une roue libre et tu te laisses lentement porter jusqu'au stop, tu auras fait 90% de la route sans rien consommer, voire en régénérant de l'énergie. Ouais. Et tu l'auras fait plus vite que si tu accélérais doucement et que tu ralentissais moins après. Ouais, dit comme ça me paraît plus... En fait, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il y a une grosse différence. Hein, oui, bien sûr. Ça veut dire que je n'ai pas une conduite qui est conservatrice d'énergie. Ça, c'est sûr, parce que je roule comme une grande merde. Donc moi, je vais accélérer tout doucement.
Par contre, je fais ce truc de décélérer en roue libre en mode. De toute façon, bon. Voilà, ça c'est sûr que décélérer en Enfin, roue libre. lâcher les pédales, quoi. Ouais. En Se tout mettre cas, en roue libre pour C'est éviter pas de. recommandé la roue libre quand tu apprends à conduire, non? Alors oui, du coup, on fait un épisode. Moi, j'ai pas le permis. Il faut que je le précise quand même. Et une critique sur ma conduite parce que j'ai le permis mais que je conduis Mais jamais. on m'a toujours dit que tu avais moins de contrôle sur la direction si tu es en roue libre. C'est pas ça c'est vrai, voilà. Donc, et du coup, il y a. C'est une autre contrainte Je à t'avoue que rajouter. ça fait pas du tout partie de mon Ok. modèle, typiquement. Et pareil, si vous conduisez un véhicule thermique, c'est complètement différent. Oui, parce que tu disais ça, mais on s'en fiche parce que la période de régénération, ton pas réservoir de d'essence, régénération, il se remplit pas quand tu Ah non, accélères, non, ça quoi. c'est Donc, sûr. Mais bon, tu consommes pas d'essence pendant que tu es. Oui, non, mais la roue libre, ça reste valable. En tout Non. cas, c'est Pour les effectivement, rats. c'est logique que piler au pied du stop, c'est mais pas la alors, bonne solution. Ouais. Pendant mon permis fictif, j'ai appris qu'il fallait pas faire de la roue libre, donc faites attention. Non, mais Ouais, on me l'a voilà. toujours dit aussi. Peut-être c'est hein. une fake news, hein, je sais pas. Non, t'as moins d'adhérence dans les virages, mais Ben ouais, c'est un truc c'est comme un ça. autre Ouais. problème. Bon, ok. Petit point, question sur la thèse en elle-même, parce qu'on a défini les termes du sujet, on a défini un peu la méthodologie. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as plusieurs objectifs dans ta thèse et où est-ce que tu en es dans ces objectifs? Mon objectif qui arrive le plus à court terme, ça serait avec le Colibus, donc le petit véhicule de livraison. J'ai eu un passage d'humilité où j'ai réduit le plus possible au cœur, au centre, ce que je pouvais faire en termes C'est un expérimentaux. classique dans la thèse. C'est un classique dans toutes les tâches, je le sais très bien, mais voilà, il faut y passer. Et donc, ce que je compte faire, c'est que dans les programmes existants qui existaient avant que je commence sur le Colibus, il y a le fait d'enregistrer un chemin. C'est-à-dire, on lui dit enregistre mon chemin, on conduit le long d'une route qu'on sait qu'elle est tranquille et safe. Il enregistre les positions successives, on enregistre le chemin, et après on peut lui dire reconduis le long de ce chemin-là. Et donc, si on lui dit juste comme ça, il va conduire soit à fond, soit avec la même vitesse qu'on avait à l'enregistrement, peu importe. Moi, je vais inclure mon programme à ce niveau-là pour qu'il conduise avec une vitesse optimale, Optimal, du ouais. point de vue énergétique. Typiquement, la direction, c'est plus moi qui fais du coup. C'est Ok. plus mes programmes à moi qui gèrent la direction, c'est juste le véhicule qui suit le chemin qu'on lui a donné. Donc il n'y a pas d'histoire de... Tout ce qui est histoire de dépassement, est-ce que je double ou pas sur l'autoroute, ce n'est Ouais. pas mon problème. Ok. Ce n'est plus mon problème. Donc je ne gère plus que la vitesse finalement, enfin l'aspect vitesse avec l'accélération et le frein. Autre aspect, du coup donc j'aimerais bien faire cette expérience-là avec soit des stops, soit des piétons pour sur la route pour pouvoir comparer finalement le comportement du véhicule. Ouais. Et optimiser, voir Quand si il y a, ta voilà, vitesse, quand il y a elle des est, obstacles ou pas. Ça, t'en as pas eu encore un test où toi tu fais ton prévisionnel pour maximiser l'énergie gardée. La phrase est très mal tournée. T'as pas eu ce moment où tu fais tes tests et tu mènes sur le véhicule et tu compares résultats attendus et ce que t'as Non. dans la réalité? Justement, c'est ça que j'aimerais faire. Sur Ok. le vrai véhicule, pour l'instant, il n'y a eu aucun test où c'est moi qui contrôlais le véhicule, Ok. finalement. Enfin, où c'est mes programmes à moi qui contrôlaient le véhicule. Par contre, ces tests-là, je les ai faits en simulation, avec un logiciel, voilà. Alors, ça dépend beaucoup des cas, mais j'arrivais à voir. En gros, le logiciel en lui-même, c'est un logiciel de simulation de trafic routier à plus grande échelle. Et donc, le logiciel a son propre modèle de comment ça conduit une vraie voiture dans la vraie vie. Ouais, d'accord. Et donc, je pouvais comparer mon mode de conduite optimisé à comment ça conduit une vraie voiture dans la vraie vie d'après ce logiciel-là, qui est un standard. Et du coup, j'arrivais à avoir des diminutions quand même de 20 à 30% de consommation. Ok. Et les prévisionnels, ils sont solides vis-à-vis de ce qui se passe dans le réel en termes d'énergie Ça sera sûrement moins que ça. Ok. Ça sera très sûrement moins que ça. Aussi parce que je ne sais pas à quel point ma méthode est robuste face à tout ce qui est incertitude. C'est-à-dire que dans la simulation, quand on pense que le stop il est à 500 mètres, il est à 500 mètres. Quand dans la vraie vie, il y a peut-être une petite erreur sur le GPS où en fait le piéton il a été vu là et en fait il était un peu plus là. Et des choses qui sont ajustées ou tout simplement on a roulé sur un nid de poule, donc en fait on pensait accélérer de temps, en fait on n'accélère pas de temps. Des choses comme ça, du coup le truc qui était censé être optimal l'est plus tellement. On espère que ça soit pas trop loin. Il y a énormément de facteurs, quoi. Ouais, dans la vraie Je vie, sais que ma méthode va être particulièrement sensible à ces choses-là. Ouais, je vois. Ok, donc ça c'était ton objectif à court terme, et c'est quoi tes objectifs à long terme? T'en as combien d'années de thèse? Là je suis au début de ma 3e année du coup. Ok, Je tu vas devrais en faire finir en 3 Ouais.
bon, j'espère faire en 3. Ok. Je devrais finir en octobre ou novembre 2025. Et donc, dans tes objectifs à plus long terme sur ta thèse, là, tu penses pouvoir faire quoi de plus que ce test en... Alors, si j'arrive à faire un test sur des routes réelles, ça serait sympa, mais ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, ça Mhm. sera pas avec de la vraie circulation. Hein. Si c'est une vraie route, ça sera balisé et fermé. Donc, non, peut-être un test à un peu plus grande échelle ou avec plus d'obstacles plus variés, etc. Et aussi, du coup, rajouter l'aspect usure de la batterie dont je parlais au début. Ouais. Sachant que, pareil, là aussi, un petit coup d'humilité à prendre à un moment, c'est que l'usure de la batterie, c'est quelque chose qui se passe sur des centaines et des milliers d'heures d'utilisation. Ouais. Ou des semaines de laisser la batterie rien faire. Et donc, l'amélioration que pourrait améliorer mon programme, il y a zéro chance que je puisse la mesurer, Ouais. en vrai. Et Dans d'ailleurs, la vraie vie, ouais. et en plus, mesurer l'usure d'une batterie, c'est souvent détruire la batterie. C'est souvent Ouais, t'es obligé de l'ouvrir c'est pour voir. la décharger à fond, la recharger. Donc, Ah ouais. c'est pas possible. Enfin, voilà. Ouais, Donc, ouais. les résultats expérimentaux réels du côté usure de la batterie, il n'y en aura pas. Ok. Ouais, faut faire le deuil d'entrée. Ça Voilà, va dur. faut plutôt se dire, j'ai conduit pour ne pas utiliser ma batterie, ça m'a fait tel profil de courant, donc ça m'a utilisé la batterie comme ça. D'après le modèle auquel je fais confiance, c'est mieux. Ouais, ouais. Et puis ça ira pas plus loin. Parce qu'il y a aussi peut-être un aspect à prendre en compte, enfin en tout cas je le vois avec les téléphones ou ma superbe trottinette électrique, j'y Mhm. reviens, c'est est-ce que ton modèle il s'adapte peu importe l'état initial de la batterie? Est-ce qu'il faut qu'on considère une batterie neuve et en parfait état de fonctionnement? Ou est-ce qu'il est malmené si on commence à être une batterie à différents stades de vie, quoi? Ouais. Alors du point de vue du coup de la consommation énergétique, c'est pas trop la peine de faire attention à ça consomme à peu près pareil que la batterie soit pleine ou vide. Ok. Par contre, du point de vue de l'usure, c'est hyper important. Ça dépend de plein d'autres choses. Ça dépend donc effectivement de la batterie, est-ce qu'elle est pleine ou vide, est-ce qu'elle est déjà abîmée ou pas, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid. Oui, il y a la température. Bon, j'ai à peu près tout dit. Est-ce que je consomme beaucoup de courant d'un coup ou est-ce que je lisse un peu ma consommation de courant ou pas. Ok. Mais tu prévois que tes calculs d'optimisation, ils seraient valables sur une batterie jour 1 à l'achat de la voiture, comme à jour 150, où elle a été chargée, déchargée de nombreuses fois, et tu penses que le programme d'optimisation de l'énergie, il serait le même? Il n'y aurait pas de... Alors le programme va être le même puisque dans les paramètres nécessaires pour que j'optimise, il va y avoir c'est quoi l'état actuel de ma batterie Ah, au d'accord. démarrage. Donc Ok. de fait, par contre, il sera intéressant de voir, surtout du coup en simulation, est-ce que c'est si différent que ça? Est-ce que conduire optimalement avec une batterie neuve, c'est très différent de conduire optimalement Ouais. avec une batterie qui est très vieille ou quand il fait chaud, quand il fait froid? Est-ce que ça change tant que ça Ouais, ok. la manière de conduire? Donc la température et l'état de la batterie, c'est des choses qui sont déjà prises en compte dans ton... Ouais, ok. J'en ai besoin. Donc pareil, je pars du principe que je les connais. Ouais, ouais. J'ai une question un peu pratique parce que je me dis, il y a sûrement des gens qui sont dans le même cas que ce que tu as fait en termes d'études, qui ont fait une école d'ingé, etc., et qui se disent, je me pose la question de est-ce que je vais faire une thèse ou pas. C'est quoi ta journée type? Enfin, tu fais quoi de ta journée? C'est quoi à quel point tu fais vraiment des expérimentations sur des simulations? À quel point tu fais que des lignes de code? C'est quoi tes journées un peu au laboratoire? Je vais parler pour mon cas à moi, hein, parce que ça va être très très variable d'une thèse à l'autre. Moi, c'est beaucoup de code quand même. Donc, journée type, j'arrive en vélo à 9h au bureau, je m'installe devant mon ordi. Je code sur... du coup, l'avantage, c'est que je peux avancer sur plusieurs sujets en même temps, donc je code sur tout. Et puis, de temps en temps, on va dire... en ce moment, j'ai commencé à en faire un peu plus, donc ça va être peut-être... une demi-journée ou une journée par semaine, je vais être sur le Colibus, en train de faire des vrais tests avec le vrai robot. Mais voilà, mais c'est très variable. Moi, je sais que j'ai une thèse très très informatique, Ouais. enfin très code. C'est pas le cas. Enfin, pour le coup, tous les gens autour de moi, il y en a, ils font beaucoup plus d'expérience, ils sont beaucoup plus dans la manip. Donc, il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, puis après il y a toute une phase du travail qui va être, pareil pour moi en ce moment, d'écriture d'articles et des choses comme ça. Ouais. Ça prend beaucoup de temps d'écrire un article. Ça prend beaucoup de temps, j'y suis pas encore, d'écrire son manuscrit de thèse. Oui. Tu le sais bien. Oui. I know.
C'est fou le temps que ça peut prendre de faire une figure, des fois. Ouais, ou de réfléchir à ton petit paragraphe. Là, il y a Ouais, 4 ouais. lignes. Juste écrire ces 4 lignes, c'est un enfer. Exactement. Oui, bah, là, j'ai un papier que j'aimerais soumettre le 1er février. Et je pense m'aura pris facile 2 mois Ouais. à faire. Ok. 2 ou 3 mois. Et autre question pratique, ta thèse, donc t'es dans un institut de recherche publique. Ouais. Comment tu as eu ton financement de thèse? Est-ce que c'est quelque chose de 100% public? Est-ce que c'est une thèse cifre public-privé ou... Non, c'est une thèse 100% publique. Le financement, j'ai pas eu à aller chercher moi-même. Ouais, ok. Quand j'ai cherché ma thèse, j'ai demandé à plusieurs professeurs, plusieurs chercheurs, et il y en avait qui avaient des Qui avaient des sujets, tout prêts, ou adaptés en tout cas, et des financements qui allaient avec. Ok. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est financement public ministériel, je crois. Ok. Voilà. Donc c'est d'un côté pratico-pratique pour ouais, les gens qui veulent en Tout faire. à fait. Sachant que du coup, c'est une co-tutelle, donc c'est 100% public, mais c'est une co-tutelle entre l'école centrale de Nantes et l'ESTACA, qui est une école d'ingénieurs automobile aéronautique à Laval. Donc c'est pas une cifre, c'est vraiment 2 écoles d'ingénieurs. Ok. Et est-ce que tu es amené à aller là-bas? Est-ce que tu as fait un séjour? Tu en as fait des séjours? Tu fais des allers-retours? Tout à fait. Le contrat de base, il disait, donc ils ont payé moitié-moitié vraiment. Donc le contrat de base, il disait viser 1 an et demi dans chaque école ou 1 an minimum. 1 an minimum dans chaque école sur les 3 ans. Ok. Et donc je suis depuis le mois d'avril à l'ESTACA à Laval. Ok. Donc j'habite là-bas et je travaille là-bas. Et je vais y rester 1 an parce que Nantes c'est mieux. Mais voilà. Donc donc je fais 1 an dans l'école d'ingé de Laval et après je rentrerai à Nantes en avril prochain. Ok. Et qu'est-ce que apporte ta co-tutelle dans l'histoire? Est-ce qu'ils ont des trucs important. différents, des compétences différentes dans chacun des labos? Complètement. Donc côté Nantes, donc j'ai 4 superviseurs en tout. Waouh. Ouais, officiellement 3, mais bref. C'est les règles de l'école doctorale. Donc j'en ai 4. Les 2 à Nantes, il y en a. Mon directeur de thèse, il est spécialisé dans la robotique, mais plutôt côté perception et évitement d'obstacles. Ok. Le deuxième est plus un peu similaire, mais plus vraiment sur la partie planification de trajectoire, donc comment représenter des trajectoires, des choses comme ça pour les véhicules autonomes. Et côté ESTACA, c'est très très différent. J'en ai un qui est spécialisé du coup dans les batteries électriques et spécifiquement le vieillissement des batteries électriques. C'est clairement pour lui qui a cet aspect-là de la thèse. Enfin, c'est vraiment son domaine à lui. Et le deuxième, il fait de la robotique un peu plus générale. C'est des systèmes embarqués. Donc la robotique, ça va être le fonctionnement des capteurs, des choses comme ça. Ok. Et il n'y en a aucun qui était spécialisé sur la vitesse en tant que telle et les améliorations des... Non, il n'y en a aucun qui travaillait sur l'optimisation énergétique des véhicules. Ok. Donc autonomes. C'est quelque chose qui était nouveau dans ce domaine? C'est un peu la fusion de ces trucs-là. C'est-à-dire, nouveau, il y a déjà des travaux existants, mais du coup pas dans ces écoles-là, sur les économies d'énergie sur les véhicules autonomes. Mais il n'y en a pas, à ma connaissance, qui soient justement en milieu dynamique où vraiment on fait du temps réel. Quoi. Du temps réel où on s'adapte à ce qui se passe autour, etc. Okay. Il y en a pas mal qui sont faits sur, typiquement, parce qu'il y a beaucoup d'applications, sur le fait de conduire des camions sur des autoroutes, de gérer sa vitesse sur les autoroutes, des choses comme ça. Donc des cas beaucoup plus simples finalement, et où on peut beaucoup plus prévoir à quelle vitesse rouler avant de démarrer le camion, c'est-à-dire avant d'être sur place. Ok. J'aurais une question intelligence artificielle de noob. C'est bien. Donc pour moi, la voiture autonome, elle est dirigée par une intelligence artificielle. Quand tu vas lui soumettre ton programme, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle doit l'appliquer tel quel? Est-ce que c'est possible que tu lui soumettes des données et qu'elle trouve une meilleure façon de les utiliser pour optimiser encore plus certains aspects qu'elle considérera plus intéressants? Et est-ce que c'est quelque chose que tu peux déjà faire, toi, à ton échelle, dans ton PC, avoir une simili intelligence artificielle et voir comment elle réagit à ce que tu lui proposes, et est-ce que ça peut t'aider à améliorer ton programme avant de l'implémenter en réel, quoi? Est-ce que c'est clair tout ça? Alors déjà, petit point, clarification intelligence artificielle. Il y a plein de choses qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Pour moi, une voiture autonome, quoi qu'il arrive, c'est de l'intelligence artificielle parce que ça fait des trucs d'humain. Je n'utilise pas du tout dans ce que j'écris, dans le code que j'écris, de deep learning, de machine learning. Donc ce que maintenant communément les gens ont
plus tendance à comprendre quand on dit intelligence artificielle, c'est du deep learning. Est-ce que tu peux te définir ces termes? Alors, qu'est-ce que c'est le deep learning? C'est toutes les intelligences artificielles. Donc, si vous pensez à ChatGPT et aux générateurs d'images, c'est du deep learning, entre autres. C'est toutes les intelligences artificielles où on leur a donné des tas et des tas de données, on leur a dit apprends tout seul et recrache-moi des trucs sans qu'on comprenne trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est le deep learning, globalement. Je ne rentre pas plus dans le détail. Moi, je fais pas du tout ça. Je vais expliquer l'histoire du contrôle optimal et tout. Moi, j'écris des algorithmes où je comprends ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bugs et que Évidemment. tout est maîtrisé à 100%, mais quand même. Évidemment qu'il pourrait y avoir de l'intelligence artificielle, enfin du deep learning dans la conduite autonome. C'est pas le chemin que j'ai pris. Aussi parce que je maîtrise moins. Pour le coup, j'ai appris tôt l'informatique, mais c'était avant que ça arrive tout ça. Ouais. Y compris en école d'ingé, j'en ai pas fait du tout du deep learning, donc je suis assez en retard sur ça. Je sais plus de quoi parler la question. Est-ce que la voiture qui, elle, en utilise, j'imagine, du deep learning, est-ce qu'elle pourrait utiliser ton programme, mais le réinterpréter pour optimiser des paramètres elle-même sans que tu aies forcément le contrôle dessus? Et est-ce que ça pourrait pas, par ailleurs, t'aider si tu avais un feedback de comment la voiture, elle interprète ce que tu lui donnes? Et est-ce que c'est quelque chose que tu peux retrouver, toi, dans ton laboratoire, simuler ça pour collaborer, en quelque sorte, avec l'IA de la voiture pour trouver le compromis idéal, quoi? C'est compliqué. Si c'est une question Ouais. de merde, tu peux la Non, balayer, non. Je vais essayer de trouver une réponse à cette question. Comment dire le deep learning, à l'heure actuelle, dans les voitures autonomes, l'utilisation directe principale, et qui est, pour le coup, c'est toujours ça qui est fait, c'est sur la partie perception. Donc c'est du deep learning qui va permettre de détecter le piéton, il est là. La reconnaissance. Oui, c'est ça. Ça, c'est un piéton, il est là, il va dans telle direction. Ou une voiture, peu importe. Voilà. La reconnaissance, parce que la reconnaissance sur les images, vraiment le deep learning a des résultats qui dépassent tout ce qui existe. Il y a des méthodes, du coup que je n'utilise pas, mais il y a des méthodes de conduite autonome full deep learning. Typiquement, il y a des trucs que j'avais lus qui s'appellent end-to-end, où en gros, la partie reconnaissance, la caméra, donc en gros la donnée de base, ça va être l'image de la caméra par exemple, c'est la fusion de plein de capteurs, mais peu importe, l'image de la caméra. Et ils vont entraîner un giga réseau de neurones, un giga réseau de deep learning, qui va donner directement la commande à appliquer à la voiture. Donc là, il y a pas de milieu, on fait un direct à partir de l'image. C'est un peu ce qu'on fait en tant qu'humain finalement aussi, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, voilà, il y a une étape de l'image vers le contrôle de la voiture. Et donc ça, il faut l'entraîner sur plein de données de gens qui conduisent avec une caméra à l'avant de leur voiture. Okay. Ça fonctionne, hein, ça peut fonctionner. Et il y a pareil, il n'y a évidemment pas les mêmes garanties en termes de sécurité, en termes de compréhension de ce que le véhicule fait. C'est typiquement des choses qui ne vont pas être appliquées tout de suite à la conduite autonome parce qu'il n'y a pas les garanties nécessaires. Mais ça fonctionne. Hein. Okay. Du coup, on n'en est pas du tout à l'étape où il y a une IA qui gère la conduite de base, toi tu rajoutes ton programme et lui il se dit dans le programme, c'était ça ta question, dans le programme il peut utiliser cette partie en se disant ça marche bien, ça peut-être pas et je vais lui proposer autre chose à la place. Oui, alors je crois que j'ai compris la question enfin. Je pourrais tout à fait, du coup, si on avait une IA type deep learning qui gère déjà le contrôle d'une voiture sans la partie optimisation énergétique, je pourrais tout à fait utiliser les modèles que j'utilise qui calculent la consommation énergétique et venir faire du reinforcement learning, comme on dit. Donc on va renforcer c'est-à-dire on va légèrement modifier en fait l'IA existante pour qu'elle adapte et qu'elle réduise la consommation électrique. Si c'est tout à fait envisageable. Ok, c'est pas quelque chose que tu envisages dans le cadre de ta thèse. C'est pas le cadre de ma thèse, mais c'est tout à fait envisageable. Ok. Parce que j'avais l'impression que si tu avais un retour d'un véhicule effectivement commercialisé, je parle comme si c'était une personne, c'est terrible. Peut-être que lui, il aurait des trucs intéressants à dire, mais je vais à fond du coup. Parce que... Non, ça serait plus dire, il a conduit de telle manière, ça a produit tel profil de consommation électrique ou profil de vitesse, et derrière un programme qui dirait
en fait, si tu avais fait juste un peu différemment Ouais. comme ça serait mieux. Et Ouais, il utilise ouais. ça pour Et il faire apprend mieux petit les à petit. fauteuils. Ouais. Tout à fait. Ok. Bon, on a réussi à aller au Ouais. bout de cette Ouais, question. de cette question, c'est bon, je l'ai. Ah, c'est my bad. J'ai difficilement exprimé mon idée. Et du coup, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans, par exemple, il y aura que des voitures autonomes sur la route et qu'on laissera moins la place aux gens? Est-ce que c'est plus safe de laisser la place que ce soit la voiture qui choisisse plutôt que toi? Alors, d'un point de vue sécurité, oui. Ça, c'est sûr que s'il y a que des voitures autonomes, il y a beaucoup moins D'accident? d'accidents. Si c'est bien fait, évidemment. Oui. Si c'est fait à la ZUB, ça marche pas. Parce que notamment, on n'est pas bourré. Enfin, elle est pas bourrée. Voilà, elle est pas bourrée, elle est pas fatiguée. Elle regarde de tous les côtés en même temps. Toi, tu as une attention limitée et un champ de vision, quoi. Voilà. Et les seules choses où, pour l'instant, elle serait quand même beaucoup moins capable à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement comprendre les interactions entre les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui traverse la rue, il te regarde. En fait, tu regardes si tu as vu. C'est plein de petits trucs très subtils. Ou tout simplement un carrefour où il y a des travaux, il y a quelque chose qui se passe mal, où il faut se coordonner entre les gens pour traverser. Ouais. Bon, ça, si la voiture elle est toute seule, elle doit se faire comprendre aux autres et doit comprendre les autres, c'est très compliqué. Si toutes les voitures sont connectées, Il n'y a pas y de a pas de problème. problème. Un exemple qui est très souvent dit et qui est très intéressant, c'est si toutes les voitures sont connectées, il n'y a pas besoin de feu. Oui, bah oui. Parce qu'elle dit attention, je passe, hop, et puis C'est moi qui passe, il y a après, besoin c'est de toi. feu pour les piétons quand même. Mais Oui. mais voilà, mais par contre, du coup, même si toutes les voitures sont connectées, il reste des piétons. Il reste. Ouais, Lequel le plus sécuritaire, c'est tout le monde est connecté et tout le monde sait où tout le monde est à l'avance. Ouais. Donc il faudrait qu'on ait une puce pour savoir voilà, qui va faire quoi. Une société qui a l'air géniale, vraiment. Donc, tant qu'on part du principe que les piétons ont le droit de circuler sans puce sur eux, ce qui est plutôt souhaitable, Ouais, prenons ce parti pris. les voitures, enfin, il y a une part de. D'humain qui va devoir Il y a une intervenir. part de. Ouais, exactement. Dommage, je vais devoir passer le permis, c'est ça. Non, mais la voiture 100% connectée, elle arrivera au stade où il y aura eu assez de temps avec ils regarderont les stats en fait tout simplement. Et c'est déjà le cas. Hein, les voitures autonomes ont moins des taux d'accident un peu inférieurs aux voitures humaines, enfin aux voitures conduites par des gens. Et donc quand ça sera le cas pendant assez longtemps, voilà. Ça deviendra légal et ils mettront plus de gens. Les véhicules totalement autonomes où on met pas de conducteur à bord, Ouais. mais c'est-à-dire où du coup tu peux être tout seul dans une voiture et t'as pas le permis. Ouais. T'es genre à l'arrière, l'arrière et voilà. tu fais ta vie. Ça existe, mais seulement dans des milieux contrôlés. Ça va être des navettes d'aéroport, ça va être dans ok. des grands sites d'entreprise, des choses comme ça. Ouais, où tu sais qu'il y Pour aura des pas bus, un surtout, truc qui intervient au milieu et que tu sais Voilà, pas gérer. c'est assez contrôlé quand même. Et s'il y a une merde, il y a un technicien qui est pas loin. Il y a quelqu'un qui sait. Tu peux adapter Pas tout trop loin non plus. l'environnement. Il y a des notions d'assurance et de enfin. Et est-ce qu'on c'est pourrait normal. pas optimiser, je sais pas moi, les pourtours des routes ou les routes pour que la voiture, avant même qu'elle ait besoin de la voir, la personne, on sache déjà qu'il y a un truc. Oui, mais ça revient justement au fait que ça soit que des navettes d'aéroport et tout. C'est aussi parce que le lieu a été conçu pour ça. Donc c'est beaucoup plus facile que de conduire dans les petites villes Dans Paris. françaises, avec voilà, à Paris ou peu importe. C'est sûr. Dans les grosses villes françaises où il y a des petites rues, on voit que dalle. Et Oui, parce que la voiture, elle a besoin d'avoir cette information. Mais si, imaginons, le long des routes, on met des trucs qui captent ce qui se passe, ça pourrait donner l'information en temps réel à la voiture en mode là, il y a un truc qui est passé. j'ai des collègues à Nantes qui travaillent sur ce qu'ils appellent les RSU, donc c'est des roadside units. Et en gros, ça va être des caméras ou des lidars qui vont être posés sur les feux, sur les poteaux, les choses Voilà, comme ça. c'est ça que je Et pensais. qui peuvent donner du coup des informations sur l'état de l'intersection à une voiture autonome qui approcherait Ok. avant qu'elle arrive à l'intersection. Donc pareil, c'est un sujet de Ok. recherche. Ouais, et puis avant qu'il y ait que ça, on a dit que c'était aussi tributaire un petit peu des voitures électriques et on ne sait pas encore où on va. Enfin, l'industrie veut abandonner le pétrole, mais on est quand même encore bien dedans. Est-ce qu'on aura un parc 100% électrique d'ici 2050 Je ne sais pas, tu vois. Donc, Oui, voilà. Après, c'est ça. Du point de vue sociétal, est-ce qu'on veut que tout le monde roule en voiture autonome ? c'est ça. Pas sûr dans le sens où ça consomme beaucoup, ne serait-ce que parce qu'il y a tous les capteurs et tout dessus. Ça consomme beaucoup. Ça reste, si on reste sur l'idée de voiture individuelle, ça reste pas terrible d'un point de vue consommation. Et donc, peut-être ça, la clé. moi, je ne vends absolument pas ma thèse comme une thèse écolo. Ouais. C'est clair et net que c'est pas l'autonomisation des voitures qui même avec mes méthodes que je propose, qui vont résoudre quoi que ce soit, un problème écologique quelconque. Ça nous tend pas encore vers l'utopie. Ouais. Très bien.
Et ben, on finit toujours avec un mot. Non, mais ça reste intéressant. en termes de Non, mais recherche. t'as raison, t'as bien fait de préciser. Est-ce qu'on a des points en particulier qu'on n'a pas abordés et sur lesquels tu voudrais revenir? Je pense qu'on a fait un tour un peu. Nous, on a posé les questions qu'on avait. Est-ce que tu penses Ouais. qu'on a manqué quelque chose? Non, c'est bien. Non, mais oui, c'est vrai que c'est important de dire aux gens que leur thèse sauvera pas le monde. La mienne ne sauvera certainement pas le monde, la tienne non plus, Voilà. et celle de tous les gens qui C'est- sont passés. C'est important de le dire. Non, c'est sûr. Des fois qu'il y en a qui le croiraient encore. Donc voilà. Ok, parfait. Non, sinon, c'est bon. Question avant d'atterrir dans la section 2. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après? Est-ce que tu veux continuer dans la recherche? Oui, mon plan actuel, en gros, j'ai essayé de donner des cours. Ouais. Parce qu'on est obligé de donner un peu de cours quand on fait une thèse. Ça m'a plu moyennement. Ouais. Et en plus, j'ai pu constater que dans la recherche publique universitaire, les chercheurs qui sont aussi professeurs, en fait, sont professeurs et font de l'administration, ils font pas de la recherche. Ouais, beaucoup. Et donc, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'aimerais bien rester dans le public parce que le privé, j'ai vu ce que c'était et je pense que c'est plus dur d'être libre de ces mouvements dans de la recherche privée. Donc j'aimerais bien, idéalement, mais c'est très difficile à voir, continuer dans des labos type CNRS, INRIA, Ouais. donc dans le public mais hors universitaire. Ok. Ouais, donc passer un concours et devenir chercheur. Voilà, c'est des Institut, concours ok. très, très durs à avoir. Ouais. Ça veut dire que ça passe avant par des postdocs et ce genre de choses Ouais. pour temporiser, entre guillemets. I know. Voilà. Voilà, donc c'est Ok. ça le plan, à voir où ça va dans le futur. J'ai le temps de changer d'avis. Ok. Et tu veux rester dans le même type de sujet ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent? Je veux rester dans la robotique, je ne veux plus jamais toucher aux véhicules autonomes. J'en ai assez vu, ça dégage. Ah, il passe au stade où il déteste sa thèse. C'est normal, ça arrive. Exactement. Non, de base, les voitures autonomes, c'était pas spécialement ma passion dans la robotique. Moi, ce que j'avais fait avant dans la robotique en stage et en fin d'école d'ingé et dans mon boulot, c'était de la robotique mobile déjà. Donc c'était des robots qui se déplacent, mais c'était plutôt dans un domaine industriel. Donc c'était des Des robots humanoïdes ou des bras articulés non, ou des trucs, qui se déplacent. Donc typiquement, j'ai travaillé chez Fenwick, donc c'était des chariots élévateurs, Ouais. Ok. mais robotisés, donc ils bougent tout seuls. Ok. Ils lèvent leurs fourches tout seuls, ils prennent des palettes tout seuls et ils les posent tout seuls. Ouais, comme on peut voir dans les locaux d'Amazon pour la livraison Exactement, des colis, la tuyauterie. exactement. Ah, très bien. Et c'est exactement ce domaine-là. Et ça, c'est des problématiques qui sont quand même assez différentes et qui étaient hyper intéressantes. Donc qui me plaisait du côté de la robotique mobile. Donc Ok. j'ai fait la robotique mobile de ce côté-là. J'ai fait la robotique mobile du côté des voitures, qui est quand même assez différent. Voilà. Et donc je pense que je fermerai le chapitre robotique mobile pour peut-être m'intéresser par exemple aux bras robots. Je sais qu'il y a des études sur les bras robots qui sont faits avec des matériaux souples, qui permettent d'avoir des bras beaucoup plus légers et qui, bref, se comportent différemment. Ça m'intéresse vachement. Je suis pas encore calé dessus, Ouais, mais ça ok. pourrait m'intéresser comme piste de suite. Je crois qu'on en a à Bordeaux qui travaille là-dessus, sur les Oui. bras robotisés. Ouais, tout à fait. Oui. C'est l'équipe de Michelet maintenant, Ouais. son ancienne équipe. À l'IAMN, sûrement, ouais. C'est ça, son ancienne équipe à l'IAMN Hmm. qui travaille là-dessus. Donc D'accord. un partenariat INRIA avec toute compagnie, là, ils font des Mhm. bras robotiques. Ok. Suite un peu du passage thèse, donc on a fait pendant la thèse, ce qu'on demande aux personnes qui viennent ici aussi, c'est qu'est-ce qu'elles font en dehors de leur thèse. Parce que je suppose que tu as du temps libre de temps en temps. C'est quoi tes activités pour déconnecter de ta thèse? Si tu me dis faire du code... non, voilà. Pas 100% faux. C'est pas Non. 100% faux. Qu'est-ce que je fais en dehors de ma thèse? Je fais un peu de sport, je fais de l'escalade, je fais de la piscine. Surtout du bloc à l'escalade. Voilà, donc j'en fais une fois par semaine. Attention à ta cheville. Tout à fait. Non, ça va, je me suis pas encore blessé à l'escalade. Pas de manière grave. Sinon, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est quoi le dernier jeu que t'as fait? C'est quoi à quoi je jouais tout à l'heure? Hitman. Ah, ok, trop bien. Voilà. Un peu de planification également. Oui, tout à fait. Dans un autre style. Non, je jouais énormément de jeux, des choses très variées. Voilà, et sinon, je passe pas mal de temps sur YouTube et je regarde pas mal de contenus de toutes sortes, donc aussi orienté jeux vidéo, mais typiquement, je regarde quand même des contenus qui parlent de maths, qui parlent de physique, qui parlent d'informatique. Ok. Je code un petit peu chez moi, enfin voilà, en tant que hobby, que ce soit pour faire du jeu vidéo ou pour faire d'autres trucs.
voilà, Tu fais des- ça sera ma reco. Je garde la reco pour tout à l'heure en fait. C'est Ouais, une super reco. Tu t'amuses à créer des petits jeux de temps en temps ou- Ouais, je m'amuse à commencer à créer des petits jeux Oui. et à ne pas les finir. Ouais, je pense J'ai que fini c'est un jeu. classique. Dans Mais t'en toute avais mon fait un quand existence. t'étais petit aussi, je me rappelle. Voilà. Après, il y a les petits jeux un peu tuto pour dire je l'ai fait, Ouais. c'est vrai. Mais des vrais jeux, enfin en tout cas des jeux où j'ai un début, une fin et où je peux dire hey, c'est fini. Ça m'est arrivé une fois, voilà. Et par contre, j'ai une bonne 50aine de projets commencés pas finis Ouais, ok. au cours du temps. Tu pars de quoi? Tu pars d'une mécanique que tu trouves intéressante et que tu as envie d'explorer Ouais. ou, ouais. Je pars d'un défi, soit d'une mécanique, d'un truc où je me dis ouais ça serait trop classe, soit d'un défi en termes aussi de programmation, Ouais, de ok. trucs de dire ah ça je pourrais le faire comme ça serait Ça, j'ai incroyable. jamais fait, ça peut être. Ouais. Et en général, une fois Ok. que j'ai codé cette partie-là, j'ai plus envie de. C'est bon, ça marche. Allez, hop, Je comprends. on passe à autre chose. Ça fait pas du tout un jeu. T'as déjà participé à des jams ou des trucs comme ça pour. Et ben justement, ouais. J'ai essayé de participer plein de fois à des jams, et il y en a vraiment une seule où j'ai réussi à finir le jeu et Ok. à le mettre. Donc non, c'est compliqué. Ouais, Le j'imagine. rythme des jams est très compliqué Ben, à ouais. tenir, et j'ai vraiment un. J'arrive pas à faire vite et mal. Je comprends. C'est un concours où on propose à des développeurs de faire un jeu vidéo sur un week-end en général ou 3 jours parfois, et avec des contraintes associées, un cahier des charges, donc ça peut être vraiment assez varié. Soit c'est un mot pour balancer une thématique, soit c'est par exemple un jeu qui doit se jouer qu'à une touche, et voilà. Et les développeurs ils vont devoir faire ça quelque chose autour, et c'est un petit concours. D'où le fait de le faire vite et mal. Et Ouais, voilà, exactement. souvent il faut un peu bâcler, mais parfois il y a des génies qui font des trucs de fou et ça peut être frustrant aussi. Ah oui, je il pense. y a des gens trop forts qui arrivent à faire des trucs bien C'est ça. et vite. C'est Mais ça. non, c'est ça, pour réussir, il faut se dire bon, mon truc il est moche, mais en fait j'ai déjà passé 20 minutes, donc il faut que je passe à la Ouais. suite. Et juste pour compléter l'explication, et du coup, c'est les participants qui à la fin testent les jeux des autres. Vote et il y a un gagnant qui gagne en général rien du tout. Ah Mais, oui. Le droit d'avoir participé. le droit d'avoir participé, mais sur les très grosses jams, il y a des prix aussi. Ouais, et puis il y en a qui se font embaucher, quoi. Et certains concepts qui se sont fait oui. même développer Oui. par ailleurs. Enfin, il y a des très gros jeux qu'on connaît aujourd'hui qui étaient issus d'une jam où c'est Ouais. parti de pas grand chose. Je pense que l'exemple le plus gros, c'est Portal, où c'est parti de là. On doit y en avoir plein d'autres, hein, Ah mais oui, je peux en que c'est citer. celui qui parle le plus. Donc, ok, trop bien. Mm. Ça, c'est parfait pour se déconnecter du travail, mais en Ouais. codant quand même. Mais en codant. Bah, ça fait partie des trucs. Ouais. Je code pas tant que ça Ok. chez moi, mais oui, ça m'arrive de le faire Ok. en hobby. J'ai une autre question qu'on me pose rarement en fait, mais ça se passe comment Est-ce que tu es bien encadré dans ta thèse? Est-ce que tu vois souvent tes directeurs de thèse? Est-ce que tu... Non. Non. Non, l'encadrement est pas. J'espère qu'ils m'écouteront pas, mais normalement ça va. Bon, oui, ça va. Non, l'encadrement est est pas incroyable. Pourquoi? Moi, le problème que j'ai constaté et que j'ai l'impression qu'en fait c'est le cas dans plein de labos universitaires, c'est que donc mon directeur de thèse à Nantes, il dirige 5 ou 6 doctorants. Ok. En plus, il est prof à Centrale. Ouais. En plus, il est directeur du pôle RPC, qui est un pôle de recherche de machin. Et en plus, il est directeur des relations internationales à Centrale. C'est-à-dire qu'il a 18 postes. Il a Ok. l'équivalent de 5 temps plein. Autant te dire que Il a pas le temps de venir faire me ça. voir pour encadrer ma thèse, il n'a pas le temps. Ouais. Et il se trouve qu'à Laval, avec mes 2 autres encadrants, un de mes 2 autres encadrants, il y a exactement le même problème. Du gars qui a 15 responsabilités, 20 ans d'expérience et qui Qui fait 72 postes en qui même temps. a mis la recherche derrière déjà, et entre autres l'encadrement des doctorants. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un problème qui est un peu partout, Ouais. plein Puis d'endroits. en plus de ça, il doit chercher des sous pour les prochains Ouais, financements voilà. de trucs. C'est ça, ils ont d'autres priorités, globalement. Il y a trop de choses à faire. C'est pas qu'ils foutent rien, c'est qu'ils ont Ils ont trop de choses à faire, ouais. Ils ont vraiment l'équivalent de 3 temps plein en termes de travail. Souvent ça. Donc ça c'est une première raison. Deuxième, il y a eu toute une phase au début de la thèse, maintenant ça s'est réglé, d'accorder en fait ce qu'ils avaient en tête tous. Ah ouais, comme Parce il y en a que, 4. comme il y en a 4 et qui sont dans des écoles différentes, les 2 à Nantes, ils avaient une certaine idée de ce que c'était en fonction de leur domaine à eux, et les 2 à l'ESACA, ils avaient une autre idée. Et donc il a fallu trouver le milieu entre ce qui leur plaît, ce qui leur plaisait à eux et ce qui me plaît à moi.
Et ce qui est faisable aussi. Et ce qui a du sens, exactement. Et donc ça va, ce milieu a été trouvé, et mènera aux expériences que j'ai décrites tout à l'heure. Voilà. Ok. Et tu vas au laboratoire, du coup, donc tu es dans une équipe, tu es dans un open space avec d'autres doctorants et tu as une vie sociale doctorante, on va dire. Ouais, j'avais une très bonne vie sociale doctorante à Nantes, à Laval, du coup j'y suis depuis moins longtemps, mais en vrai ça se passe bien. Ok. Et donc oui, on est dans des bureaux. Ouais, t'es pas trop isolé on parce se que parle je sais pas mal qu'il y a des entre doctorants doctorants, qui font beaucoup de télétravail, par exemple, typiquement en informatique, qui font beaucoup de télétravail ou qui Ouais. voient pas trop de, Ouais. ou qui n'ont pas trop de doctorants dans leur labo, donc ils voient d'autres postes, mais ils les croisent pas trop, ils sont dans un bureau tout seul et ils ont pas trop de. Donc toi, ça va, t'as quand même. Ouais, globalement ça va. Là, moi, je m'entends très bien avec les deux personnes qui sont dans mon bureau. C'est vrai que deux fois, ça se réunit soit par équipe, soit par machin. Et après, je connais aussi des doctorants qui effectivement parlent pas à grand monde. Et typiquement, il y a un souci d'inclusion des personnes d'origine étrangère qui parlent pas français dans des labos où tout le monde parle français et tout le monde s'en fout. Ouais. Ce genre de choses. Voilà. Mais non, de mon côté, ça se passe bien. Ok. Ça marche. Bon, on a fait un bon tour. Je pense qu'on va se faire des petites recos avant de se quitter. Ouais. Peut-être. Hugo, tu veux commencer ? Ouais, du coup, j'ai deux recos qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, trois. voilà. Donc la première, c'est non, pour ça va être parler les de maths. Non, mais je la fais maintenant et j'en ai une deuxième pour histoire de donner pour tout le monde. Ça va. C'est un La site. première pour les geeks, les maths. Exactement. Alors c'est fou. Alors là, c'est vraiment geekos là. Attention. Enfin, pas geekos, mais maths. C'est un site qui s'appelle Project Euler et où en fait toutes les semaines ils mettent un petit défi algorithmico-mathématique. Ok. En général, ça va être, il va te définir une fonction algébrique un peu compliquée, et il va te dire, genre une suite de nombres, et il va te dire, calcule le 10 puissance 12e terme. Ok. Et donc, tu peux implémenter ça comme une grosse brute, lancer ton programme, et tu auras la réponse dans 10 000 millions d'années. Ouais, je vois. Et donc, pour y arriver dans un temps correct, possible, il faut sortir les maths et déduire des trucs et faire des originalités algorithmiques et mathématiques pour résoudre le problème. Un par semaine que tu as? C'est un par semaine. Ouais, excellent. Je ne les fais pas tous, mais il m'arrive de m'attaquer à certains. C'est très dur. Je préviens qu'il faut être calé en maths et en algo. Mais voilà, moi je trouve ça très intéressant. Donc ça c'était la reco geek vénère. Ça va. Project Euler. Très bonne reco. J'en sais plus. Et j'irai jamais foutre les pieds sur ça. Non, mais je trouve que c'est une mais bonne s'il y a reco. 3 personnes qui se disent waouh, j'ai envie de clairement. faire ça, allez voir. Clairement. C'est très sympa. Et une petite reco musicale, je ne sais pas, moi je pensais à Isaac Delusion. Écoutez, Isaac Delusion, il faut que je décrive ce que c'est. Non, c'est pas la peine. Tu décris ce que tu veux, si tu peux laisser le flou. Et Ouais, et non, se démerder, les gens. je saurais même pas décrire quel type de musique c'est, mais c'est rien de très spécial, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien la chanson The Sinner. Qui a percé récemment ou C'est un assez ancien récent, oui. Son l'album que j'écoute le plus, il doit avoir 4-5 ans. Ok. J'aime bien la chanson The Sinner, voilà, qui est incroyable. Et il est français, mais il chante en anglais. Faut savoir qu'il l'a pas dit, mais en fait c'est une brute en blind test. Mais quand je dis une brute, C'est c'est une que brute en blind test. J'adore ça. il entend une fraction de seconde et il a tout. Le titre, le chanteur, tout ce que tu veux. Je retiens très bien les paroles de chansons aussi, surtout les chansons françaises. Voilà. Donc on a fait ça à Noël et si tu veux, on n'avait pas le temps d'écouter le début de la musique, qu'il avait déjà la réponse. Dur, donc on était 7 autour de la table à se dire bon, en fait on sert à rien. Voilà. C'est vrai. Ça fait partie des trucs que je fais en dehors dans mon temps libre. Voilà. Massacrer des gens au blind Blind test. test, exactement. Carrément. Ça marche. Ouais. Vas-y à toi. Oui. Moi, ce sera une série animée qui s'appelle Secret Level. C'est sur Amazon en ce moment. Donc, c'est par les créateurs de Love, Death, Robots, qui était une anthologie sur Netflix de courts-métrages d'animation. Il y a plusieurs studios qui bossent sur ces projets et qui font chacun un certain nombre d'épisodes. Et là, c'est le même principe. C'est une anthologie avec chaque épisode qui est issu d'un univers d'un jeu vidéo en particulier à chaque fois. Donc chaque épisode est fait par un studio différent et ils vont explorer donc soit la trame principale du jeu, soit en extraire l'essence et la mettre de façon très stylée en 10 minutes, comme ils le font un peu avec le premier épisode de Donjons et Dragons, qui est vraiment tout le cliché que peut être Donjons et Dragons, mais en même temps tellement badass, tellement stylé. Moi je me suis vu quand elle rate ses sorts, je suis là, c'est moi. C'était pour moi. J'ai vu les 4 ou 5 premiers épisodes hier. C'est vrai que ça va très très vite, ces épisodes très très courts. C'est frustrant parfois, mais... Après, t'es habitué, tu t'y attends, mais le truc Donjons et Dragons, tu fais
Ah bah c'est fini, ok, d'accord, bah, super. Ok, d'accord. C'est ça, avec un bon Non, cliché c'est à la rigolo, fin ouais. qui est vraiment drôle pour le coup. Ça se prend pas trop au sérieux, Ouais, c'est c'est bien. ça. ouais. Bah, c'est fait Et par ça des balance gens, de la... des gens très très stylés que je suis depuis longtemps, notamment Tim Miller et son studio d'animation D'accord. qui font un travail assez dingue et qui sont des gens un peu de notre génération, donc pour les auditeurs trentenaires qui voilà, ont eu du jeu vidéo dans leur enfance et qui aiment les trucs qui sont cool, disons, qui sont parfois bêtes et qui apportent pas grand chose mais qui sont cool. Et mine de rien, il y a aussi certains univers qui sont développés de façon on pourrait ne pas s'y attendre, quoi. Donc voilà, je recommande ça très fort. C'est trop beau, c'est très très cool. Mhm. Seul défaut, c'est sur Amazon, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, j'avais pas trop d'idées, donc je vais recommander la dernière chose que j'ai vue, qui est l'animé Violet Evergarden. Yes. Violet Evergarden, comme Mhm. ça se prononce. Qui est une série animée en 13 épisodes, je crois 12-13 épisodes, et après il y a 2 films. Et ça parle d'une enfant orpheline qui a été recueillie par l'armée dans un conflit de guerre et qui est devenue qui était un peu forte déjà à la base parce qu'elle s'était un peu gérée toute seule et elle a été retrouvée dans un endroit où il y avait la guerre. Et il l'a recrue comme une espèce d'arme parce qu'elle est forte et qu'il l'entraîne, etc. Forte à la baston. Ouais. Ok. Bah, en fait, elle s'était démerdée toute seule et elle était dans une zone armée. Donc elle était forte à la baston. Ils s'en servent comme une arme. En fait, ça a l'air très ancré dans le réel et du coup, tu me vends quelqu'un qui fait du combat, donc j'ai du mal à le visualiser. Mais Ça reste un animé. c'est un animé, voilà. Ok. Et en fait, à la fin de la guerre, elle se fait arracher les 2 bras et donc elle se retrouve avec des bras robotiques. Ok. Ah oui, donc ça Voilà, part dans voilà. ça. Voilà. Ok. Et elle devient ce qui était pendant la guerre les personnes qui communiquent que par des lettres parce que la plupart des gens ils parlaient pas en fait, ils savaient pas écrire, ils savaient pas communiquer entre eux, il y avait pas le téléphone, etc. Ce qui fait que son métier ça devient écrire des lettres pour les gens, donc typiquement des gens dont l'enfant est parti à la guerre, s'envoyer des lettres à leurs proches, etc. Et ça devient son métier. Et je trouvais ça hyper intéressant comme animé. Moi je l'ai trouvé sympa. Bah, en voyant 2-3 images, c'est vrai que j'imaginais pas ça. Mais Ouais, ça bah, marche. après, ça traite des sujets un peu durs, genre la mort, etc. Parce que c'est des gens qui écrivent des lettres à leurs proches qui vont décéder ou eux viennent de décéder. Du coup, ils font écrire des lettres pour, après, quand ils sont morts, envoyer à leurs proches, ce genre de choses. Tu vois. Je veux dire que tu as pleuré pendant le Ah, visionnage, j'ai peut-être. fait que chialer, moi. Donc oui, Ok, absolument. Mais c'était très sympa. ça Ok. marche. Trop bien. Et ben, où c'est qu'on peut nous retrouver? On peut nous retrouver sur plein de plateformes de podcast, Ouais. sur à peu près toutes, donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais, gratuitement. Même quand on n'est pas abonné, on peut les retrouver. les Gratuitement, épisodes. tout Oui. à fait. Vous pouvez nous retrouver sur le Insta aussi. Vous pouvez nous parler en DM si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des personnes à nous proposer, si vous voulez vous proposer vous-même pour participer. N'hésitez pas, on est toujours en demande de participants, donc c'est avec plaisir. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a le Patreon qui est ouvert, vous avez un épisode spécial qui est sorti. Écoutez ça et donnez de l'argent si vous le pouvez. Ça sera super pour nous aider à continuer à bosser Et arracher une mixette. et racheter éventuellement du matériel qui commence à souffrir. Voilà. On a failli pas enregistrer cet épisode parce Ah ouais. qu'elle elle était en train de doigts de clamser Ouais. avant qu'on arrive. Ça- Là, ça a l'air ok. hein. Ça accepte un câble sur 10 à peu près. Ah oui, d'accord. Merci à l'alimentation Switch qui a carry cet Voilà, c'est épisode. Nintendo qui sponsorise Ah ouais. cet Ouais. épisode, Waouh. apparemment. Ouais. Ils sont pas connus pour le hardware, hein, pourtant c'est étonnant. Mais c'est peut-être pour ça. C'est toujours de la bidouille, hein, le Ouais, son. ouais. Clairement. Donc on espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut. Salut, merci.